Madame la ministre nous a instruit pour que nous prenions les dispositions. Et le message a été envoyé à la population. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un système pour pouvoir endiguer, pour pouvoir éviter la survenue de cette maladie en Côte d'Ivoire, notamment la sensibilisation. Ensuite, sensibilisation à l'hygiène, sensibilisation aux différentes précautions à prendre, éviter, surtout dans le cas de la fièvre de Lassa, éviter de manipuler les animaux, notamment le rat, la souris, qui sont mortes ou bien qui sont même vivantes, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, et puis surtout nettoyer les ustensiles de cuisine. Ça, c'est vraiment très important. Quand on finit en général la cuisine, on laisse traîner les ustensiles. Alors, la souris, le rat qui vient, justement, il va faire les urines sur ces ustensiles-là, et si jamais il est infecté, évidemment, on va s'infecter. Donc, ces mesures-là sont importantes à prendre en compte. Dans les boutiques, dans les maquis où nous mangeons régulièrement, dans les restaurants, il faut dératiser, il faut éviter que ces souris-là traînent dans les entourages et les mêmes souris qui vont dans les caniveaux après, qui vont venir infecter. Donc, il faut vraiment prendre cette disposition-là pour se protéger de cette maladie en éloignant de notre habitation les ordures, les dépôts d'ordures qui traînent souvent. Bien, alors, avant d'aborder ce paquet, cette pathologie qu'est le HIV, le sida, qui est vraiment ce qui effraie un peu tout le monde, et le SRAS, je pense, avant donc d'aborder ces deux éléments, je voudrais que on répond donc à cet auditeur, à ces deux auditeurs qui parlent donc de la viande de porc et qui demandent pourquoi la viande de porc est très consommée. Et l'autre auditeur qui dit que la viande de porc est très consommée. Monsieur le directeur, pourquoi les Chinois consomment beaucoup de viande de porc? Bon, ça, ce sont des habitudes. Oui, c'est des habitudes culinaires, c'est des habitudes en termes diététiques. Bon, je pense que ça. Alors, on va ouvrir le téléphone direct pour ceux qui souhaitaient quand même parler. On va prendre peut-être 2 ou 3 appels éventuellement pour ceux qui souhaitent donc parler directement au professeur. 21 75 68 00, 21 75 68 03. On va prendre 2 ou 3 questions. Mais avant cela, alors une question par SMS d'un auditeur. Si le Bola a un remède, mais que le paludisme, mais pourquoi on nous fait croire que le sida n'a pas de remède? Et il vous demande avec insistance, répondez-moi, monsieur le professeur. Oui, je vais lui répondre. Mais le sida, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès avec les antirétroviraux aujourd'hui. Les personnes vivant avec le VIH vivent une vie normale comme tout le monde. Et l'espérance de vie a augmenté. Et on a de moins en moins de décès dus au sida. Lorsqu'on consulte le plus rapidement possible, qu'on met la personne sous antirétroviraux, généralement, on arrive vraiment à protéger la personne et elle a une vie qu'elle mène normalement. Donc, tous les efforts sont faits pour qu'on puisse lutter efficacement contre le sida. Donc, il n'y a pas de vaccin pour l'instant, mais les vaccins sont en cours. Les recherches, ça met du temps parce que c'est un virus qui est mutant, c'est un virus qui change de configuration et il faut trouver vraiment le meilleur vaccin pour que ça puisse être mis à la disposition. Mais déjà avec les antirétroviraux, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits et aujourd'hui, le sida, ce n'est plus une fatalité. C'est ça. Et là, nous parlons encore de fidélité et de fidélité. C'est ce que vraiment nous prenons. C'est ça. Pour éviter donc d'attraper cette maladie. C'est ça. Fidélité. Professeur, nous allons donc dire un mot sur le SRAS. Alors le SRAS, cette maladie qui se transmet par voie aérienne, qui a sévi dans les années 2003 et dont la transmission se fait entre hommes et hommes, donc par voie aérienne. Celui qui est contaminé peut transmettre par voie aérienne, par la toux, à travers la toux, l'éternuement. Et ça peut se transmettre également à travers les objets souillés. C'est pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène, d'une hygiène au niveau même
des mains comme une hygiène au niveau du milieu hospitalier. Et le diagnostic se fait au laboratoire également. Le traitement, il est symptomatique. Et bon, c'est l'hygiène des mains, l'hygiène de la toux. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Alors, oui, dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin. Mais il y a quand même des vaccins contre la fièvre jaune, le vaccin contre la rougeole, il y a quand même le vaccin aussi contre la dengue, même s'il n'est pas disponible, contre la varicelle aussi. Alors, vous avez parlé des maladies infectieuses. Oui. Hein? Vous en avez cité quelques-unes de ces maladies infectieuses. Évidemment, vous avez dit de manière claire que toutes ces maladies demandent qu'on n'ait pas de rapport sexuel. Pour la plupart, en tout cas. Pour la plupart. Pour un certain nombre. Il faut éviter. D'abord, ça va fatiguer ceux qui... Oui, parce que c'est les maladies asthéniantes. Voilà. C'est surtout à cause de ça. Mais bon... Il faut expliquer ce que ça veut dire asthéniante. C'est les maladies qui fatiguent. Parce que c'est des viroses, c'est les maladies qui fatiguent le malade. Quand on prend par exemple le cas de la dengue, mais la personne est très fatiguée, c'est une fatigue extrême. Et la personne peut faire 2 semaines pratiquement vraiment au lit, quoi. Elle est fatiguée, elle n'a envie de rien du tout. Et elle est asthéniante. Mais il faut dire que pour la transmission sexuelle, il y a l'Ebola, il y a le VIH, il y a également l'ASA aussi, où c'est évoqué. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt des transmissions, soit par un vecteur, ou bien par des rongeurs, un vecteur comme des moustiques, ou bien des rongeurs, ou bien d'autres animaux. Est-ce que ces maladies peuvent provoquer une impuissance sexuelle? Je pense pas véritablement. Une faiblesse peut-être, mais pas une impuissance. Oui, en fait, une faiblesse. Parce que c'est une maladie qui est vraiment asthéniante, qui ne donne pas vraiment l'occasion à la personne de penser à un quelconque rapport sexuel parce qu'elle est vraiment fatiguée. C'est ça. Bon, alors, 21 115 68 00, on peut encore prendre peut-être 1 ou 2 coups de fil, hein, éventuellement. 21 115 68 00, 21 115 68 03. Vous pouvez appeler directement le professeur pour lui parler de vive voix si vous le souhaitez. Hein. Professeur, oui. Je voudrais qu'on revienne un peu parce qu'il y a un auditeur qui avait parlé de la maladie de Lassa. Il ne comprenait pas très bien. Il dit, mais est-ce que cela existe en Côte d'Ivoire? Non, la maladie, je le dis tout net, la maladie de Lassa n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Comment, c'est dans la sous-région. C'est M. Blé Emmanuel, je pense, qui dit comment se transmet la maladie du Lassa et comment l'éviter. Donc, ça veut dire que ça se passe. Il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Ça se transmet par les déjections, par les urines. C'est une souris. C'est une souris qu'on appelle communément rat multimammaire et qui donc va émettre des urines ou bien des sels. Et ces sels-là vont contaminer soit nos ustensiles et à l'occasion, quand on touche ces ustensiles-là, ou bien qu'on consomme le repas qui est dans ces ustensiles qui ne sont pas bien lavés, on peut être contaminé. Et quand on est contaminé, c'est les signes dont j'ai parlé là qui se présentent. Et après, bon, ça peut se compliquer même d'hémorragie et ça peut être mortel. C'est ça. Mais il n'y a pas de vaccin véritablement contre l'ASA. Ok, nous avons un auditeur. Oui, allô? Alors, bonsoir, monsieur. Alors, éteignez votre poste. D'accord, c'est fait. Ça y est, voilà, ok, maintenant on peut vous écouter. Vous êtes monsieur? Bon, je garde l'anonyme. Oh, très bien. Alors, le professeur Bénier vous écoute. Voilà, le professeur, bonsoir, le professeur. Bonsoir, cher frère. Voilà, et moi j'ai un problème. Je suis marié. Oui. Et je suis père de 4 enfants. Oui. D'accord, mais depuis certain moment, je ne réponds plus comme j'ai une faiblesse, je ne sais pas s'il faut dire sexuelle, mais je ne réponds pas comme avant. Et quand c'est comme ça, mon épouse, à chaque fois, elle se plaint parce que c'est plus comme avant. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Merci beaucoup. Merci pour... Alors, je voudrais simplement dire à notre frère que notre émission ce soir portait sur les maladies émergentes et réémergentes. Bon, le professeur va se faire
va se faire le devoir de vous répondre. Merci beaucoup, mon frère. Alors, je pense que la première des choses, c'est de consulter un médecin. Il faut déjà consulter un médecin. On a des andrologues qui existent, des médecins qui s'occupent de volets vraiment sexuels. Bien, et quand vous allez les contacter, vous en trouvez au CHU de Cocody, vous en trouvez aussi au CHU de Treichville, vous les contactez et ils vont vous demander, quand ils vont vous examiner, un certain nombre d'examens. Et ces examens-là permettront de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de votre problème. Vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît. Hein, oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre problème? Et je pense que avec ça, vous serez situé. Et moi, ce que je vous demanderais, c'est vraiment de ne pas désespérer et surtout d'entreprendre cette démarche parce que la solution, on peut la trouver. Peut-être que c'est un problème qui est plutôt simplement psychologique. Donc, c'est important de pouvoir vraiment entreprendre cette démarche-là. Ok, professeur, nous avons encore 2 auditeurs. Oui, allô? Allô? Je pense que... Bon, d'accord, ok. Alors, professeur, nous arrivons pratiquement... on a encore, je dirais, 8 minutes d'émission. Nous avons encore 8 minutes d'émission. Alors, on va vous laisser, je pense, un peu nous faire un résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors, faire un résumé, c'est vraiment un thème qui est tellement large. Mais ce qu'il faut retenir, maladie émergente, réémergente. Maladie émergente, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas, qui apparaît pour la première fois et dont le nombre augmente considérablement. Donc, on a, pour exemple, la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. On a, pour exemple, aussi le VIH. On a, pour exemple, la dengue en Côte d'Ivoire à l'époque, dans les années 2010. Et les maladies réémergentes, c'est les maladies qu'on connaissait, qui ont disparu et qui sont revenues. C'est le cas, par exemple, d'Ebola, mais plutôt au Congo parce que ça existait et c'est revenu. Et chez nous, c'est l'exemple, par exemple, de la méningite qui revient de plus en plus parce qu'il y a la désertification et de plus en plus, il y a de nouveaux cas et les épidémies sont de plus en plus rapprochées. Le rôle de l'Institut dans tout ça, l'Institut assure un peu, comme les militaires le font, la défense du territoire, mais nous avons en charge de pouvoir faire la surveillance de ces maladies-là qui peuvent subvenir à tout moment. Et le plus important, c'est de les prévenir. Il faut les prévenir. Si on n'arrive pas à les prévenir, si elles surviennent, il faut pouvoir les détecter le plus précocement possible. Si on arrive à les détecter, on peut les circonscrire. Et si on arrive à les détecter, il faut immédiatement réagir efficacement. L'Organisation mondiale de la santé demande, selon le règlement sanitaire international, que quand il y a une telle maladie qui est épidémique, automatiquement, il faut la déclarer dans un délai de 24 heures. Et c'est ce que tous les États font, et c'est ce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait depuis de longues années. Bon, alors je crois qu'il s'agit... il y a un autre éditeur qui nous pose une question. Bonsoir professeur, je voudrais savoir si la maladie de la poliomyélite peut être considérée comme une maladie réémergente. La maladie de la poliomyélite est une maladie, effectivement, qu'on peut appeler réémergente dans certaines régions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, nous n'avions pas, jusqu'en 2011, on a eu des cas. Et, enfin, avant 2000, on a eu des cas. Et à un moment donné, on n'a pas eu de cas. Et après, on a eu des cas qui sont survenus dans les années 2011. Donc, on peut considérer cette maladie comme une maladie réémergente. Mais on a, dans certains pays également, des épisodes comme ça, de maladies émergentes et réémergentes dans le cas de la polio. Donc, mais la lutte continue actuellement contre cette maladie parce que on ne sait jamais, même si la plus grande partie des pays sont libérés, comme la Côte d'Ivoire qui est libérée de la polio depuis 2015 également. Alors il y a une question qui vous concerne directement. Comment éviter le paludisme?
Bon, comment Alors, pour éviter le paludisme, il faut faire vraiment l'assainissement. Dans la lutte antivectorielle, il faut lutter contre les moustiques. Il faut nettoyer autour de nos maisons. Il faut faire vraiment vider tout ce qui est récipient pouvant contenir des moustiques, de l'eau, pardon, dans laquelle les moustiques vont venir pondre leurs œufs et développer plus tard d'autres moustiques. Donc, c'est ça, c'est les mesures d'assainissement. Il faut également se protéger contre ces moustiques-là, mettre des grilles anti-moustiques sur nos fenêtres pour éviter que les moustiques viennent nous piquer. Et puis, il faut surtout dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un auditeur donc, qui nous pose une question, un peu plus large. Hein. Bonsoir, professeur. Concernant par rapport au sida, c'est vrai que vous nous conseillez la fidélité, mais qu'en est-il d'une jeune fille qui fait ses menstrues et qui est infectée? Alors, une jeune fille qui fait ses menstrues, qui est infectée, je ne sais pas trop à quoi il veut en venir, je sais pas. Parce qu'on a dit que la transmission est sexuelle. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Oui, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Normalement, une jeune fille qui a les menstrues, c'est pas vraiment très agréable d'avoir des rapports sexuels au cours des menstrues. Donc, je pense que la question est là. Bien au contraire, si on a des rapports sexuels pendant ces menstrues, ça expose vraiment à la maladie. Professeur, nous sommes pratiquement au terme donc de notre émission de ce soir. Vous nous avez fait la grâce de traiter avec brio les maladies émergentes et les maladies réémergentes. Vous avez vraiment parlé en long et en large. Vous nous avez rassurés surtout. Vous avez dit ce que vous faites. Merci pour tout le travail abattu à l'Institut national d'hygiène publique. Merci à Madame la ministre pour nous avoir permis, de venir ici ce soir nous informer sur ce que vous faites là-bas et sur toute la prévention que nous devons avoir par rapport à tous ces problèmes de santé publique. Et merci beaucoup. Nous savons que vous êtes vraiment très bousculé, en guillemets, par vos tâches professionnelles. Et au nom du directeur général de la radio, je vous dis encore un grand merci pour votre présence donc, de ce soir. Nous arrivons pratiquement au terme donc, de notre émission. On a encore 2 minutes de mission. En 1 minute, vous allez conclure? Oui, nous allons conclure. Merci. Je voudrais, d'entrée de jeu, en tout cas, à la fin de cette émission, dire que c'était un réel plaisir. Et nous espérons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Et nous espérons que le message est passé. Et surtout, nous tenons vraiment, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à dire merci. Merci encore à Monsieur le directeur de Radio Espoir. Merci à toute l'équipe pour ce que vous faites. Merci pour ce message que vous nous donnez l'occasion de passer. Et nous espérons que les fidèles de Radio Espoir vont en tirer de belles leçons et que l'Institut d'hygiène est disposé à les recevoir. Au cas où il y a d'autres questions, nous sommes disposés. Nous avons un service de communication qui est à leur disposition et tout le ministère de la Santé pourra répondre à leurs préoccupations selon le domaine dans lequel leurs préoccupations vont se poser. Alors, quelle est la probabilité d'une vie de personnes atteintes donc, de cette maladie? Je pense qu'il s'agit donc du sida. Nous en avons suffisamment parlé. Quelles sont les préventions? Et est-ce qu'on peut utiliser le même savon de toilette avec ses frères et ses sœurs lorsqu'on est infecté? Bon, professeur, je pense que... Normalement, vous avez 30 secondes. C'est mieux de ne pas partager les trucs de toilette. Et le savon, on peut l'utiliser, mais chacun doit garder son savon. Mais il faut dire que le savon permet de tuer le virus. Donc, même si le savon, on l'utilise, ça peut tuer le virus. Ce n'est pas un problème. Tout à fait. Professeur, encore une fois, merci beaucoup. Ce soir, auditeurs et auditrices de Radio Espoir, nous avons donc comme invité le professeur Beignet, Vro-Joseph, qui est professeur titulaire de santé publique, qui est directeur général de l'Institut national de la santé publique, et ce soir, qui nous a parlé donc des maladies émergentes et réémergentes. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Nous avons la partie technique
notre frère Eloko. Que Dieu nous bénisse et que au troisième mercredi du mois prochain, Amen. Passez une bonne et douce nuit. Vie intime, une émission proposée par le docteur Francis Arkhurst.